Monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir. On ne sait plus quand on vous rencontre qui il faut interpeller, le religieux éclairé, le ministre ou bien l'anglophone que vous êtes aussi. Je suis un Guinéen. C'est ça. Le Guinéen. Oui, Ça nous fait plaisir. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous le disait déjà la semaine dernière, l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, produit ses effets, des réflexes intellectuels se ravivent, le Guinéen prend passion à l'écriture et des témoignages sont estorqués jusqu'au cœur même du pouvoir. Professeur Koutoubou Moustapha Sano, notre invité, vient de surprendre le monde littéraire par des révélations époustouflantes sur les 720 jours agités qu'il a passés pendant la transition. Donc son essai est intitulé « Le CNDD, la transition et moi ». Nous le recevons pour la deuxième partie de ces témoignages qui vont porter maintenant sur la transition. Une fois encore, professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de poursuivre cette narration du contenu de votre essai avec nous sur ce plateau. La semaine dernière, on parlait du CNDD avec un président qui malheureusement après s'est retrouvé avec, devant une histoire difficile à gérer parce que il était question de sang. Alors, le CNDD par des conditions difficiles que d'ailleurs vous décrivez avec beaucoup de détails et d'anecdotes pas connues du grand public. Maintenant, nous avons la transition à vivre avec un président intérimaire. Lui, sa spécificité, selon vous, en tout cas si on a bien compris, c'est qu'il fait dos à l'administration et laisse l'administration dans les mains d'un Premier ministre libre. Voilà. Merci infiniment. Merci encore. Je suis très heureux que vous ayez tout le temps de lire ce livre. Et vous avez on le lit d'un train. Hein? Vous avez parfaitement raison. Le président, le général Sekouba Konaté, président par intérim, le président de la transition, a laissé la main libre à son excellence le défunt, le Premier ministre Jean-Marie Doré. J'ose croire qu'il fut, et il reste jusqu'aujourd'hui, le Premier ministre dans l'histoire de notre pays qui avait la main libre. Puisque, bon, je ne suis pas sûr par rapport aux autres premiers ministres, mais je sais qu'il avait la main libre. Il gérait l'État et le président Konaté lui avait confié cette gestion et il était à la hauteur. Il gérait avec responsabilité, il gérait avec maturité et nous avons connu un gouvernement soudé, un gouvernement de transition qui conjuguait le même verbe et qui était là à l'écoute de son Premier ministre et le Premier ministre à l'écoute de son gouvernement. Nous avons formé les départements, il faut le dire, les cabinets des ministres ont été formés par leur gré. Il fait des propositions à Monsieur le Premier ministre, après donner certains critères qu'il faut prendre en compte, et le Premier ministre entérinait, et Monsieur le Président, Konaté signait les décrets. Donc, mais tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Vers la fin, il y avait une prise de confiance qui s'est installée. Non, la confiance est toujours restée entre les deux hommes. Hein. Il faut le reconnaître qu'il y a eu des moments difficiles entre le cabinet du président Konaté et le Premier ministre vers la fin. Cela n'a pas été le cas au début. Et ils conjuguaient, ils étaient très amis, ils étaient très d'accord. Pour des raisons ou d'autres, je ne suis pas très sûr pourquoi. Mais vers la fin, c'était compliqué et c'était critique. C'était difficile pour vous, les ministres, y compris ceux qui ont pu garder les mêmes portefeuilles comme vous. Oui, et ce n'était pas difficile parce que nous avons cette indépendance à ce qui concerne la gestion de nos départements. Et personne n'osait, ne pouvait nous empêcher de gérer. Vous le savez que le gouvernement de son excellence, le Premier ministre Jean-Marie Doré, c'est un gouvernement d'union nationale de la transition. Ce sont les accords de Ouaga. Ils avaient le même droit que le président par intérim. Qu'est-ce qui était justement le point de discorde alors vers la fin de la transition? Je pense que ça n'engage que moi-même, que le secrétaire général d'alors ne conjuguait plus les mêmes verbes que monsieur le Premier ministre Jean-Marie Doré. Il y a eu une tentative de former un gouvernement restreint à un moment donné dans l'histoire, et l'histoire est déjà là. Et cette tentative a été déjouée. Et depuis lors, je crois que les relations entre les deux hommes sont devenues très difficiles. Et le général Sekouba a prononcé, par conséquent, il faut le dire, des discours musculés envers le gouvernement de Jean-Marie Doré.
Et Qui vous a le tous discours à la ébranlé. veille de son départ, vous a ébranlé, hein? ça nous a ébranlé. Et nous n'avons jamais cru, mais nous avons compris que ce n'était pas le général. Ah, d'accord, Parce ça que venait nous d'ailleurs. savons que le général est un monsieur gentil, courtois, je ne dis pas un peu timide, mais il est le genre qui n'a même pas du tout l'affrontement avec le Premier ministre. Vous le savez, Jean-Marie Doré, paix à son âme, est un politicien fin, est l'un des politiciens très rares dans l'histoire de notre pays. Et un politicien qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Okay. Sauf Donc, qu'il y a, je crois que justement un autre détail, peut-être pour nous, qui est une révélation, c'est ce positionnement de la communauté internationale quand il était question de sortir de la transition. Il y a une certaine, en tout cas si on vous a bien compris dans vos écrits, orientation vers un troisième homme. Oui, mais vous le savez, dans une telle situation, chacun a un objectif, a son objectif. La communauté internationale avec son objectif, les partis politiques avaient aussi leurs objectifs, et la transition, l'autorité de la transition avait aussi son objectif. Alors, il n'est pas dit que ces objectifs devraient être les mêmes. Et la communauté internationale cherchait de mettre fin à cette transition. Il faut organiser les élections, même si ça soit une élection qui peut être émaillée par des problèmes, mais ça vaut mieux qu'il n'y a pas d'élection. Il faut mettre fin à cette situation exceptionnelle de la Guinée. Il faut que la Guinée puisse aller le devant et pour que la Guinée puisse aussi s'en sortir. Et la Guinée a suivi cette communauté internationale parce que les gens n'ont pas cru au départ que le général Sékouba allait décider vers le mois de juin d'aller au premier tour. On pensait que le père de gens n'ont plus cru aussi que le Premier ministre Jean-Marie Doré allait au deuxième tour. Le 14, il y avait la tentative de renverser, je vais appeler comme ça, son gouvernement, de changer de son gouvernement, a échoué. Et une semaine plus tard, nous sommes invités, nous sommes tous convoqués aux urnes parce que le Premier ministre Jean-Marie a pris le devant. Il est allé à la presse, il a annoncé, il a informé l'opinion nationale et internationale que s'il ne dépend que son gouvernement, le gouvernement était prêt pour aller aux élections. Au moment où le général était déjà à Bamako. Donc, à son retour, il n'était plus question de penser à former un gouvernement que ce soit. Parce qu'on accusait le gouvernement qui ne voulait pas aller aux élections. Voilà son Premier ministre qui dit que les instances en charge de l'organisation des élections, elles sont prêtes. Elles peuvent aller aux élections si le président de la transition convoquait, et même s'il décidait demain, nous pouvons aller aux élections. Donc, à part de cela, que la communauté internationale était engagée de nous accompagner. C'est vrai, ils avaient leurs préférences. Et vous allez lire dans le livre, nous avons ces révélations. Et tout qui nous ont permis de comprendre pourquoi il y a eu autant de temps entre le premier et le deuxième parce qu'il faut le dire. Parce qu'il y a eu des tractations, au-delà même des autres réalités que nous avons tous perçues comme en étant de dehors. Oui, et il y avait certains parmi ces communautés, quand on dit la communauté internationale, vous parlez des Européens, vous parlez des Américains, vous parlez des institutions, il faut le dire, multilatérales, les institutions qui étaient là, qui ont continué, qui ont accompagné les Guinéens, qui ont contribué aussi à l'achèvement de cette transition. Je vais nommer ici monsieur l'ambassadeur de la France qui était là à l'époque, et madame l'ambassadrice des États-Unis. Surtout cette dame, elle a contribué, elle était omniprésente, elle était dans tous les fronts, et il nous a aidé et a aidé la Guinée à s'en sortir de cette situation, cette transition. Donc, elle n'orientait pas les réflexions vers un homme. Il était interdit à un diplomate de se mêler des politiques internes d'un pays. Mais ils avaient l'air senti, ils avaient l'air aussi, peut-être on pourra dire ça en dehors de... D'accord, de toute façon, tout ce qui veut, ça se trouve consigné dans le livre de façon très claire. Autre chose que le livre révèle, c'est ce rôle primordial que les religieux et certains hommes de la société civile, peut-être des littéraires, des dames comme Sarandaraba, Ifono, ou bien les monseigneurs et les autres imams ont joué, qui étaient des rôles quand même un peu cachés. C'était un rôle imminent, essentiel. Nous devons notre situation actuelle à ces religieux. Est-ce que c'est parce que vous étiez le secrétaire général que vous leur rendez hommage, ou bien c'est vraiment... La Guinée même a vu à la preuve qui a fait libérer ces leaders politiques et qui a fait réconcilier, il faut le dire, entre le président Sidia et le général, et qui a réarrangé et qui a contribué à l'apaisement. C'était que les religieux. Et ces religieux, ils avaient cette chance à l'époque
ils étaient d'abord, les autorités en place, que ce soit le CNDD ou de la transition, ils étaient très sensibles par rapport à ça. Et ces religieux avaient une mission, c'est de dire la vérité. Et quelles qu'en soient les conséquences, ils avaient l'audace d'aller. Ils n'ont jamais accepté de se rabaisser. Ils n'ont jamais accepté de passer à côté. Mais ils étaient tout le temps le devant pour éviter, pour prévenir et pour éviter que la Guinée, se trouve dans des situations sombrées et que la Guinée ait ce problème. Donc, les religieux ici, je vais nommer en particulier ici, si vous me permettez, El Hadji Ibrahima Ba, le grand imam de la grande mosquée Faisal, paix à son âme. Et son bureau était devenu maintenant un lieu de rencontre entre Monseigneur Koulibaly, et s'il faut rendre hommage à ce grand homme de Dieu, et Monseigneur Gomez aussi, ces hommes de Dieu, et le pasteur Kamano, ils étaient tous là, et on restait des heures tardives. Nous sommes allés pour la libération de ces leaders politiques, souvent pour le départ de son excellence, monsieur le Premier ministre Selou vers Dakar, jusqu'à 2 heures du matin. Une longue tractation. Avec Monseigneur Gomez, vous pouvez imaginer un religieux qui acceptait parce qu'il voyait que c'est un devoir aussi divin. Il doit aider ce pays. La Guinée n'a pas le droit de sombrer. La Guinée n'a pas le droit de tomber dans le chaos. Ce qu'on a réussi à faire, est-ce que votre position actuelle, vous êtes ministre, conseiller diplomatique quand même du chef de l'État, après avoir été ministre du plan et de la coopération, donc après le CNDD et puis la transition, est-ce que ça vous a amené un peu à freiner dans les révélations? Non, pas du tout. Je suis un intellectuel, un écrivain de mon État. Je suis condamné par l'histoire, par ma conscience, de relater des choses, des faits qui ne sont pas réels. Ou de cacher en écrivant, vous n'avez pas pensé à votre position actuelle, ni pour se repositionner? C'est un Koutoubou écrivain intellectuel qui a fait ce livre. Ce n'est pas un Koutoubou ministre, ni un Koutoubou conseiller diplomatique de présidence. Ce n'était ni au nom de la présidence, ni au nom du gouvernement, mais c'est au nom de la littérature. Il faut remercier mon neveu Sansi Kaba qui m'a encouragé. Il m'a mis le défi. Madame, ma chère épouse, qui m'a défié. Oui, parce que c'est vrai que vous avez écrit en arabe, en anglais, mais on n'avait pas vu un écrit de vous en français. Donc, j'ai voulu aussi relever ces défis. Madame me disait, vous êtes tout le temps en train de dire que vous avez publié 24 livres, vous avez écrit en anglais, vous avez écrit en arabe. Moi, je n'ai jamais vu un livre en français. Je l'ai promis, j'ai dit que je vais faire un livre en français. Et désormais, c'est là. Alors, il y aura d'autres livres en français. Des témoignages encore sur votre vécu au sein du pouvoir? Il y a un autre vécu. Mais est-ce que ça ne va pas amener le pouvoir maintenant à se méfier de vous? Non, pas du tout. Je ne fais que relater. Peut-être sur votre gestion, oui, vous n'êtes pas permis seulement de vous prononcer sur le CNDD, l'action des autres et de votre participation, même sur votre gestion, c'est-à-dire la façon dont vous avez réorganisé les affaires religieuses avec les nouvelles directions qui ont été créées. Après aussi la subvention accordée à la grande mosquée Faisal, 2 milliards par an. Donc, vous disiez que c'était bien fait, en ce moment, pas de problème. La grande mosquée. Mais aujourd'hui, la grande mosquée est dans une situation douloureuse. Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que c'est parce que vos réformes n'ont pas porté? Ça me fait très mal et ça fait mal à tous les Guinéens de voir cette maison de Dieu dans cet état. Et toutes les maisons de Dieu ont ce droit, on doit veiller pour que ces maisons ne se trouvent pas dans l'état que se trouve aujourd'hui la mosquée Faisal. Je crois que ça me fait mal et ça fait mal. Monsieur le Président de la République et tous les fronts, je ne vous cache pas, même ce matin, il parlait de ça. Il faut forcément, cette mosquée sera réhabilitée et dans les jours à venir, selon les promesses, la dernière visite du Président de la République, il a pris langage avec les autorités saoudiennes qui ont promis. Et cette promesse sera une réalité dans les jours à venir. Et je tiens à vous dire ici que mon vécu m'appartient. Et mon vécu, c'est mon vécu à moi. Et j'ai le devoir de relater ce vécu. Et j'ai essayé d'éviter de partager et de mettre ce vécu
à la portée des générations actuelles et futures pour que cette génération puisse aussi s'inspirer. Et c'est à cette génération de juger, c'est à vous et d'autres qui vont lire cet ouvrage de faire votre jugement. Pour et ne que rien je vous serai cacher, très content c'est un de essai, recevoir c'est un essai les qui, critiques. moi personnellement, qui m'a plu, que je trouve très intéressant. On espère que d'autres qui ont eu à assumer des fonctions au niveau vraiment de l'État pourront un jour nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de ce pouvoir, ce qui se fait au quotidien au nom des Guinéens. Merci, professeur Koutoubou Moustapha Sanou. Merci à vous aussi. Et vivement le deuxième tome de vos expériences au niveau des appareils. C'est dans quelques mois, vous allez le étatiques. voir. Merci. Si ce vécu était pour 2 ans, je dois pouvoir publier le vécu de 5 ans ou de 6 ans. Et c'est celui qui est en bonne route. Terminé pour ce numéro, la deuxième partie de l'entretien que nous avons eu avec professeur Koutoubou Moustapha Sanou sur son premier essai, le CNDD, la transition et moi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.